Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, nouvelle édition du journal préparé par la rédaction. En ce lundi 23 avril, vous le savez, on commence par vos prévisions météo. Après une belle sensation d'été ces derniers jours dans la région, le retour du printemps tout de même. Le soleil se maintiendra en partie en ce début de semaine. Quelques passages nuageux tout de même annoncés aujourd'hui et surtout des températures en très nette baisse. Près de 25 degrés ces derniers jours, notamment ce week-end. Eh bien on aura 15 degrés cet après-midi pour les maximales à Saint-Omer et à Calais, 13 à Dunkerque et 12 à Boulogne et au Touquet. Les prévisions complètes de la chaîne météo bien évidemment juste après ce journal. L'actualité sociale tout d'abord, de nouvelles journées de grève à la SNCF aujourd'hui et demain. Dans la région, l'état du trafic reste à peu près le même que lors des précédentes journées d'action. 15% des TER et intercités, un TGV sur 3 en circulation, de nombreux bus de substitution et toute l'info trafic en temps réel sur l'appli SNCF et le site ter.sncf.com. L'actualité nationale aussi, ses répercussions dans la région. Le projet de loi Asile et Immigration débattu ces derniers jours à l'Assemblée nationale a donc été adopté. Ce texte divise également ici sur le littoral à Calais. Notre territoire est évidemment concerné en première ligne depuis des années. La maire de Calais d'ailleurs, Natacha Bouchard, est favorable à ce projet de loi. Le député de la 7e circonscription, également élu, les Républicains, Pierre-Henri Dumont, estime lui que la loi n'est en fait pas suffisamment ferme. A l'inverse, évidemment, les associations de soutien aux migrants ont quelques réticences. Le vice-président de l'auberge des migrants, François Guénoc, estime que le raccourcissement de certaines procédures va dans le bon sens, mais que le risque, c'est toutefois de ne pas être suffisamment attentif à leur bon déroulement. Et puis d'autre part, l'allongement de la durée de rétention est selon lui inutile. Je vous propose donc de l'écouter, François Guénoc, au micro de Corentin Escaillé. L'allongement de la durée de rétention qui en plus probablement ne va pas déboucher sur une efficacité plus importante en termes d'expulsion. Ça a été dit aussi, ça a été analysé par les personnes qui connaissent bien le dossier, que ce soit les personnels de la CNDA, Cour nationale d'appel, ou bien les gens de l'OFPRA qui examinent les dossiers de demande d'asile. Garder plus les gens en rétention, y compris avec des familles et des enfants, ça ne va pas en fait améliorer l'efficacité, puisque en général cette rétention elle est justifiée par le délai d'attente de la réponse du pays d'origine ou du pays vers lequel en tout cas on veut expulser la personne. Or, soit la réponse est rapide, en général moins de 10 jours, 12 jours, soit elle n'arrive jamais. Et donc garder les gens en rétention plus longtemps, c'est pas efficace du tout. On enchaîne dans ce journal sur Grand Littoral TV avec tout autre chose. Un événement franchement atypique avait lieu ce week-end à Coudekerque-Branche, près de Dunkerque. Si vous connaissez déjà les collectionneurs de timbres, les philatélistes, connaissez-vous en revanche les légufrulabellophiles, ces personnes qui collectionnent des étiquettes de fruits et légumes et des papiers d'agrumes? Eh bien, ce week-end, au foyer Jean Rostand de Coudekerque-Branche, avait lieu les 12e rencontres Légufrufolie. Des Français, des Belges et même des Italiens qui s'étaient donné rendez-vous pour échanger leurs dernières trouvailles et leurs doublons. Des collections par thématique, par pays, des dessins, des motifs, bref, de véritables œuvres d'art parfois. Ils étaient 3 lors de la première édition de cette rencontre en 2007. Ils sont désormais des dizaines, voire des centaines à travers la France. Il y a des légufrulabellophiles aux 4 coins du monde désormais. Pas d'argent ici, que de l'échange entre collectionneurs. Louis Caillé a rencontré l'un d'entre eux. La première que j'ai trouvée, parce que c'est réel et c'est assez étonnant. Donc je suis gendarme de profession et en 2006 j'étais attaché à la sécurité du président de la République. Et un soir, alors que j'étais de permanence sécurité à l'Elysée, je passe à la chaîne du repas et je vois une belle étiquette jaune sur une pomme verte. Et j'ai trouvé ça c'est étonnant, je l'ai posé dans le creux de ma main et le lendemain matin je partais au magasin du coin Intermarché et depuis 2006 je n'ai pas arrêté. 35 000 enregistrés, au moins 10 à 12 000 à trier. Il y a 3 semaines, je suis parti le matin à 9h30 en voiture. J'avais un circuit, j'ai fait 3 départements, 3 régions administratives, 15 magasins. Je suis parti à 9h, je suis rentré à 17h30. Et j'avais fait la Bourgogne, le Centre-Val de Loire et l'Île-de-France. Vous avez trouvé votre bonheur là-bas ? Oui, 44 nouvelles étiquettes. On enchaîne aussi avec notre série ces derniers jours. On vous présente les jolis parcs et jardins de la région. Cette fois direction Saint-Omer, au pied des fortifications. Le jardin public est un incontournable bien connu de tous les Audomarois pour les balades en famille. Reportage signé Brieux Gorchy. Installé au pied des anciens remparts, le parc de Saint-Omer est élégant. Depuis 150 ans, les Audomarois aiment s'y promener, s'y restaurer ou y faire une sieste. À la fin du XIXe siècle, après de longues démarches, il y a un démantèlement des fortifications, mais on va conserver une partie, les élus vont souhaiter conserver une petite partie dans toute sa profondeur pour installer donc ce jardin public qui va servir aux Audomarois.
Alors aujourd'hui, concrètement, c'est un parc paysager de la fin du 19e siècle. Donc on va y trouver à la fois un jardin dit à la française avec ses allées régulières dans lequel on est installé. Et puis un petit peu plus en aval, on va trouver donc un jardin à l'anglaise qui va être avec des allées plus sinueuses entre les anciens massifs de fortification et des plantations, bien évidemment, puisqu'on est dans un jardin public, avec des plantations, notamment un très bel arboretum qui date lui aussi du tout début du XXe siècle. Si la plupart des fortifications du parc ont disparu, il en reste quelques-unes ici et là, car au total, le jardin public s'étend sur une vingtaine d'hectares. On est ici à côté du kiosque à musique édifié en 1896 après le démantèlement. Alors cette partie était ce qu'on appelle une demi-lune, c'est-à-dire un ouvrage avancé qui protégeait le rempart et qui a été complètement aplani pour avoir ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'une aire de rencontre, un espace autour de ce kiosque avec des mosaïcultures, avec de l'espace finalement pour s'asseoir, pour faire la fête, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. À quelques mètres des jardins, à l'emplacement même d'un ancien bastillon, les visiteurs peuvent profiter d'une fontaine et d'un petit parc animalier, de quoi se ressourcer en plein cœur de Saint-Omer. Pour finir dans ce journal, quelques images d'une opération importante menée ce week-end sur les plages du littoral et notamment ici à Grand-Fort-Philippe, à l'occasion notamment de l'inauguration du parc de l'Estrand. Des dizaines de volontaires se sont mobilisés pour nettoyer la plage, des habitants de la commune, mais aussi des bénévoles des associations Nature Libre et Sea Shepherd. En quelques heures, notez bien, près de 600 kilos de déchets ont ainsi été ramassés, du plastique surtout, mais aussi des filets de pêche, toutes sortes d'objets rejetés par la mer. Certains parfois dérivant plusieurs milliers de kilomètres avant de s'échouer ici. Ces opérations de nettoyage du littoral ont lieu régulièrement à l'initiative de ces associations pour que nos plages soient belles, mais aussi pour sensibiliser au danger des déchets en mer. Des images à Grand-Fort-Philippe signées Louis Caillé. Pour terminer ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie, ensemble, évidemment, sur Grand Littoral TV.